Bonjour et bienvenue dans ce que j'ai vu au mois de novembre. Alors vous allez voir, j'ai vu un film au cinéma, mais ça c'était difficile de le louper. Et j'ai vu quelques séries. Alors on va dire, il n'y a pas de coup de cœur absolu sur les séries vraiment au mois de novembre. Mais des bonnes petites séries. Il y a une suite de séries qui est vraiment très très bonne, mais qui garde son schéma habituel. Donc il n'y a pas de surprise énorme quant au déroulé ou autre, mais qui est très très bien faite. Voilà. Alors, nous commençons par le film. Alors je sais que c'est un film qui fait polémique. Parce que vous regardiez les retours qui sont faits par les fans. Que vous, alors fans qui sont fans depuis le début ou qui sont fans depuis peu, je parle de Kaamelott, deuxième volet, première partie, donc d'Alexandre Astier. Euh, alors, je dois avouer que j'ai découvert, et je le redis, hein, c'est pour ça que c'est peut-être chez moi c'est biaisé, j'en sais rien. J'ai découvert Kaamelott en fait parce que je regardais déjà Caméra Café. Donc quand Kaamelott est arrivé sur M6, forcément le schéma qui était derrière Caméra Café, je voulais juste voir ce que c'était. Voilà. Donc j'ai regardé et alors bon, moi je suis une grande fan des Monty Python. Le Graal des Monty Python c'est un peu ma came. J'aime beaucoup la légende du roi Arthur et je dois avouer que j'ai adhéré dès le premier épisode. Parce que pour moi c'était assez loufoque, les dialogues étaient très très bons, ça m'a fait rire, donc écoutez, hein, voilà, on se contente de peu chez Lisa, des quelquefois, mais enfin bon, en tous les cas c'est très très bon, mais à l'époque, je dois avouer que, bon, peut-être que pas tout le monde a trouvé ça sympathique, etc. Et vraiment, je suis une fan alors, de Kaamelott, mais j'aime beaucoup ce que fait Alexandre Astier. Honnêtement, moi j'ai vu ses shows sur Bach, j'ai vu l'exoconférence, je suis allée voir l'exoconférence sur scène, etc. Euh, les spectacles qu'il a fait, les mini-sketchs qu'il fait, etc. Voilà, c'est quelqu'un dont l'univers me sied, dont l'humour me plaît, etc. Donc j'ai pas, je pars pas Alors le seul truc, c'est que je ne pars jamais, quel que soit l'artiste, je ne pars jamais avec une idée préconçue de ce que je vais avoir. C'est-à-dire que j'estime que, alors peut-être parce que j'en suis une d'artiste, modeste évidemment, anonyme évidemment, etc. Mais à mon niveau, j'en suis une. Peut-être que j'ai cette idée-là non préconçue parce que quand je vais voir un spectacle, je vais voir un ballet, quand je vais voir un film, etc., j'aime que l'artiste me surprenne. Voilà. Si j'y vais en me disant de toute façon je vais trouver ça, 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 et que quand j'arrive, effectivement il y a ça, 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 vous sortez du ciné un peu déçu, vous sortez de la salle de spectacle en disant ouais bon ouais, ça va, hein, je l'aurais pu le trouver. Moi ce que j'aime c'est que je sorte en me disant merde alors, on n'a pas pensé à ça. Voilà. Alors on est donc pour Kaamelott deuxième volet première partie puisque la prochaine partie, enfin la deuxième partie de ce deuxième volet sort donc le 11 novembre 2026. Ça va être long d'attendre autant de temps. Donc nous sommes en fait après la description de Kaamelott, hein, et Arthur a refusé de tuer Lancelot. Lancelot qui est parti, euh, enfin qui est retourné chez son père défunt dans sa tour. Et évidemment, c'est un peu le bordel. Alors il décide. Il est parti se réfugier chez ses beaux-parents en Carmélide. Et donc, voilà, tous les chevaliers, les novices, les désabusés, les traînent la savate, ils décident de faire une nouvelle table ronde pour prouver leur valeur. Et donc, ils vont décider de faire, en gros, des quêtes. Ils vont partir aux quatre coins du monde, faire une quête pour pouvoir relancer, en gros, la recherche du Graal. Alors, honnêtement, et je vais vous le dire tout de suite, moi j'ai beaucoup aimé le film. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ont détesté. Moi quand je suis sortie de la salle de cinéma, honnêtement, c'est pour ça que je vous dis, il fait polémique dans le sens où il y avait autant de gens qui sont sortis en disant ouais franchement ça casse pas trois pattes à un canard, d'autres qui sortaient en disant ouais c'est pas mal,
D'autres qui sortaient en disant putain c'est vachement bien, et d'autres comme moi qui sortaient parce que ça les avait satisfaits amplement et que je demandais pas mieux que ça. Voilà, alors l'image est léchée, les costumes sont très beaux, les plans des paysages sont absolument parfaits, tout ce qui est esthétique, la musique, l'esthétisme, le directeur photo, le cadrage, euh, les gens, même ceux qui sont nouveaux, qui viennent pour un personnage qui passe et qui vient et qui repartira et qui reviendra peut-être jamais, j'en sais rien, bon bref, voilà. Alors la polémique la plus grosse a été le fait qu'il n'y avait pas Perceval, enfin l'acteur qui joue Perceval. Et alors Perceval y est, mais elle peut pas dire. Voilà. Mais non, elle peut pas dire. Ah, si dit, elle peut pas dire. Voilà. Mais l'acteur qui jouait Perceval dans la série et dans le premier volet, il a pas repris son rôle. Voilà, pour une raison qu'il explique et qui est propre à lui. Donc je sais que ça a fait chier tout le monde, cette histoire-là. Moi, ça m'a fait chier dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça m'a tellement gonflé de voir des gens qui aimaient le travail de Astier, qui aimaient le travail, enfin, qui aimaient de Kaamelott, commencer à dire, ah ben, j'irai pas voir le film parce qu'il y a pas Perceval. Mais vos gueules les mouettes, quoi. Enfin, je veux dire, tu fermes ta gueule. Si tu aimes pas, tu dégages. Mais tu arrêtes de dire, ah, je vais pas voir un film parce qu'il y a pas tel personnage. Mais c'est pas le personnage. Enfin, je veux dire, jusqu'à présent, quand même, Kaamelott s'est quand même centré sur le roi Arthur. Voilà. Alors, je sais, dans la légende, Perceval était un personnage très important, bla bla bla. Oui, mais ça empêche pas d'aller voir un film. Enfin, je veux dire, si demain il y a un acteur qui meurt, qui est votre acteur préféré, alors on va faire une comparaison très très conne. Vous allez voir vraiment ras des pâquerettes. Mais bon, voilà, j'enregistre le truc juste après avoir vu un Grand Prix de Formule 1, donc forcément il y a un rapport dans ma tête qui s'est fait quand Paul Walker est mort dans un des héros de Fast and Furious. Ils en ont fait au moins 5 ou 6 derrière. Je n'ai vu personne dire ah ben j'irai pas voir Fast and Furious parce qu'il n'y a pas Paul Walker. Non, mais non, tu vas voir le film dans ce qui y est global, pas parce qu'il y a un acteur. Alors oui, moi ça m'est arrivé d'aller voir un film que pour un acteur parce que je l'aime. Mais bon, la réciproque n'est pas vraie. Voilà. Bref, donc je peux pas vous parler de ce film vraiment en détail parce que ça serait dommage de vous divulgacher la première partie, sachant qu'en plus il y a des rebondissements, il y a de la loufoquerie, il y a des réparties qui vont rester cultes. Oh là là, tout doux les foufous, je pense que ça va... remarquez-moi les foufous, c'est ce que je dis. Généralement je dis à Alex, mais arrête de faire le foufou, donc du coup ça m'a fait rire, parce que évidemment. Et alors, dire que je suis sortie avec un très très grand sourire et l'envie de le revoir dans la seconde qui suit, parce que quelquefois vous sortez d'un film, vous dites ah là là, je vais aller le voir. Moi je me rappelle quand j'étais sortie de 1917 en larmes de Sam Mendes, je dois avouer que j'y suis retournée une semaine plus tard pour le voir, parce que je me suis dit il faut que tu revoies ce film tout de suite dans l'émotion, etc. Bon, alors vous dire que je serais allée le revoir, je vais aller le revoir, non, ça serait un euphémisme, non. Je le verrai quand il passera à la télé une deuxième fois et ça sera, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai adoré parce que même s'il y a des choses à redire, honnêtement, et je peux pas vous divulgacher le truc, et si je commence à vous dire j'aime gna ça, ça m'a pas gna ça m'a pas plu. Oui, il y a des choses qui ça et là ça va pas, ou qui tombent pas à plat, mais qui sont pas forcément ce que vous attendiez, parce que chaque fan en attend quelque chose de différent, voilà. Et je pense, et honnêtement, voir Alessandre Astier, enfin Cire en grenouillère, moi personnellement ça m'a fait beaucoup marrer. L'avantage de Astier, c'est qu'il ne va jamais là où on veut qu'il aille, voilà. Et le principe, et il le dit depuis le début de Kaamelott sur M6, il dit qu'il n'écrit pas pour le public, c'est qu'il a un déroulé. Il sait ce que ses personnages vont devenir. Voilà. Donc, s'il écrit pour les fans, on va faire un parallèle facile à comprendre pour ceux qui aiment le cinéma, quand on écrit pour des fans, on se retrouve avec un Star Wars 7, 8 et 9. Voilà. Avec une grosse merde. Donc, bon, il y a des choses à garder sur le 7, 8, 9. Pas grand chose. Surtout sur le 9. La fin. Moi, je m'en remettrai jamais de ce truc-là. Bref.
il y a des personnages à garder, il y a des scènes à garder, etc. Mais ils ont fait ça pour le fan service. Et vous faites pas une saga, vous faites pas un livre, vous faites pas une, une histoire, vous faites pas un roman. Enfin, J.K. Rowling, je pense pas qu'elle ait fait ça pour les fans. Enfin, elle a pas fait pour les fans Harry Potter. Elle a pas touché ses romans parce que les fans sur les forums disaient qu'ils voulaient absolument plus de ça, plus de ça. Non, non, non. Quand vous êtes artiste, vous faites votre œuvre à vous, avec ce que vous voulez faire passer comme message, ce que vous voulez laisser, ce que vous voulez que les fans râlent ou pas râlent et se questionnent et se questionnent pas, mais vous le faites pas pour faire plaisir. Si vous faites ça, c'est uniquement parce que vous voulez avoir la gloire, la reconnaissance, la notoriété, des fans en bas de votre immeuble. Vous n'êtes pas un artiste, hein, vous êtes un vendeur de Camelot en gros, enfin, pour pas faire trop de jeux de mots avec Camelot. Voilà, donc moi j'ai bien aimé, voilà. La surprise pour moi était bien. Donc je dirais merci Sire à Alessandre Astier et vivement le 11 novembre 2026. Voilà, alors après la cérémonie au Monument aux Morts, eh ben, j'irai voir Camelot, deuxième volet, deuxième partie, point à la ligne. Voilà, alors moi j'ai bien aimé. Après, je vous dis, il y a des choses alors il y a des choses très touchantes, hein, l'histoire épistolaire, etc. Moi franchement, il y a un passage qui m'a vraiment, j'étais à la limite de couiner comme un goré. Et il y a des choses où quand je suis sortie, je me suis dit, ouais, voilà, ça pousse quand même le bouchon un peu trop loin, Maurice, hein, voilà. Mais Camelot. Alors, vous me direz ce que vous avez aimé, pas aimé, voilà, vous avez le droit de dire c'est de la grosse daube, hein, voilà. Alors, on va passer aux séries télé. Alors, série télé, alors, on va commencer par la moche, hein, par celle qui sert à rien, en gros, qui s'appelle Hostage, sur Netflix. Alors, c'est la version britannique de la série israélienne, parce que, bon, alors, en matière de séries, et de séries politiques, stratégiques, politico, machin, les séries israéliennes sont très très bonnes. Donc Hostage, qui était une très bonne série israélienne, si vous voulez aller la voir, et commencez pas à me sortir, non, j'ai parce que les trucs israéliens, ta gueule. Voilà, on parle d'artistes, on parle pas de politique. Alors commencez pas. Puis alors surtout avec moi, hein, il va pas falloir me pousser trop vite. Alors, on est avec la première ministre britannique, dont le mari est enlevé, alors qu'elle doit rencontrer la présidente française pour, en fait, faire un accord commercial sur la santé. Voilà, parce que, en fait, en gros, les Britanniques ont un problème de ravitaillement de médicaments, les Français peuvent le faire, mais bon, les Français se disent, ouais, bah attends, c'est le moment ou jamais de négocier trois merdes, là. Voilà. Et ces deux femmes vont se retrouver dans un contexte différent face à deux problèmes. Une qui gère son problème intérieur française et l'autre qui gère l'enlèvement de son mari dans la Guyane française. Voilà, déjà. Voilà. Et en même temps, il y a l'avenir politique, il y a les enjeux politiques derrière, etc. Et même si elles ne s'aiment pas, on comprend assez vite qu'elles vont devoir un minimum soit collaborer, soit en tous les cas s'arranger pour sortir de cette merde. Bon, alors je vous le dis tout de suite, sur le papier ça a l'air pas mal. Voilà. Alors honnêtement, je vous dis, j'avais très envie de regarder la série. Bon, outre le fait que c'était dérivé d'une série que je connaissais, que j'aimais beaucoup. Mais un, parce que ça se passait au sein de la politique britannique. Et deux, parce que il y avait Julie Delpy qui incarnait quand même la présidente française. Moi, je me suis dit, ça va faire la classe quand même, pas piquer des hannetons. Et alors le scénario est ça accumule les clichés et alors à un moment donné c'est complètement invraisemblable. Voilà. Les dialogues sont soit poussifs, soit complètement insignifiants. Voilà. Ce qui est quand même assez incroyable à ce niveau de responsabilité. On se dit que franchement, s'ils se parlent entre eux, c'est normal qu'il y ait un gros bordel mondial. Alors sans compter sur la prise d'otage du mari de la première ministre britannique qui travaille en fait pour Médecins sans frontières, qui est enlevé sur le territoire français. Donc je rappelle, hein, c'est la Guyane française. Et que, comme par hasard, la France est le seul pourvoyeur de médicaments de la Grande-Bretagne.
excusez-moi du peu. Enfin, industrie pharmaceutique, il y en a un peu partout dans le monde. Je pense que la Grande-Bretagne n'a pas besoin de la France pour avoir Médoc. Alors, il paraît que ça se passe ça se passe dans anticipation, c'est-à-dire que c'est un truc qui n'est pas calé sur nos jours. Oui, on est bien d'accord, mais enfin, il faut aller l'expliquer dès le début. Parce que quand ça tombe sur un cheveu sur la soupe, on se dit, mais de quoi il parle, etc. Et alors, oui, effectivement, il est enlevé en Guyane française. C'est limite si on se demande, on se dit mais attends, les SAS ils sont pas capables d'aller récupérer le mari de la présidente. L'autre il va faire une mission en Guyane française comme ça sans protection du gouvernement alors que c'est le mari de la première ministre. Non, enfin là non, à un moment donné faut pas déconner. Alors vous rajoutez à ça parce que non mais vous allez voir il y a plusieurs couches. Vous rajoutez à ça le fait que la présidente française a eu une liaison trop torride avec son beau-fils, enfin le fils de son mari actuel, et que ça flirtouille encore un chouïabou, sachant que quand même elle a pratiquement 25 ans de plus que lui. Alors c'est pas le fait qu'elle ait 25 ans, c'est le fait que c'est quand même assez invraisemblable aussi, parce que bon, que personne le sache, qu'il soit passé des heures entières à New York, enfin qu'il n'y ait personne qui ait rien vu, on se demande. La première ministre britannique a une ado complètement insupportable, un brin débile. Les assistants, les collaborateurs ont l'air de savoir faire de la politique, comme moi je fais de la pâtisserie de haut niveau. Déjà, un gâteau yaourt, c'est compliqué, parce que je suis une bille, hein, pâtisserie. Donc moi, un gâteau yaourt, le truc basique, hein, un cake à la banane, voilà, des trucs, les cakes, les machins, je sais faire, voilà, une tarte aux pommes, mais je sais pas faire plus, voilà. Donc eux, ils sont encore moins bons que moi. Euh, et la série est chiante, voilà, vraiment. Alors que la série israélienne, comme je vous l'ai dit, était vraiment surprenante, subtile, vraisemblable, etc. Là, il y a tout ce qui fait actuellement des séries. Alors, Netflix peut être très bon en série, mais alors là, voilà, ils ont tout incorporé. C'est donneur de leçons. Euh, il y a de l'inclusivité à tous les étages, même dans les endroits où vous vous dites que c'est pas possible. Le wokisme le MeToo est à toutes les sauces et même très mal employé. Et d'ailleurs, ça dessert la cause féministe à un moment donné. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs. La seule qui surnage vraiment au milieu de ce carnage, c'est Suran Jones, qui est donc dans le rôle de la première ministre britannique, qui est droit dans ses bottes. Elle est cucu quand même de temps en temps, mais enfin elle est droite dans ses bottes. Elle se dit qu'elle doit faire passer son devoir et son rôle avant ses sentiments, donc le bien de la nation avant elle-même. Elle fait un peu Margaret Thatcher sur ce côté on incarne la nation, ou Elisabeth II qui disait qu'elle faisait passer son rôle de reine avant tout. Euh, voilà, Julie Elpy, moi je l'aime beaucoup, mais alors là, elle apporte absolument rien du tout. Vraiment, passez-vous-en, quoi. Allez voir la version israélienne, parce que alors là, franchement, pas bon, quoi. Vraiment pas bon. En plus, à un moment donné, il se passe un truc. Euh, enfin bon, bref, il y a un attentat, et même là, c'est pas vraisemblable, quoi. Enfin, ça peut être vraisemblable, mais ça l'est pas, parce que enfin, c'est tellement gros, vous voyez arriver les ficelles à 25 km, c'est pathétique. Alors on passe après à The Morning Show, donc c'est sur Apple Télé, c'est la 4e saison, je rappelle que ça se passe dans une chaîne de télévision, enfin euh, un gros média. Désormais, les deux entités médiatiques consortium se sont alliés. Donc maintenant, c'est un UBN. On se retrouve au milieu d'une Amérique qui est de plus en plus divisée, avec des théories du complot, etc. Il y a des deepfakes qui arrivent dans tous les sens de l'information. Et forcément, tous les personnes qu'on a vues jusqu'à présent essayent de lutter. Et là, il va avoir en fait un lanceur d'alerte qui va donner une info à une journaliste pour lui dire que voilà, il y a eu quelqu'un a couvert la mort de plusieurs personnes, l'intoxication de plusieurs personnes suite à une usine chimique, etc. Et qu'il y a des gens qui meurent, qui vont mourir
de longues maladies et que tout le monde a couvert, voilà. Et il y a une nouvelle femme qui arrive, qui est là pour diriger, pour donner, enfin qui est conseillère en communication et en tout, qui est française, qui est jouée donc par Marion Cotillard. Voilà, et donc tous ces gens se superposent, il y a les problèmes personnels, il y a les problèmes familiaux qui arrivent au milieu. Voilà, donc je dois avouer que c'est une saison qui est toujours agréable, hein, parce que c'est entre compromis, amour contrarié, mensonges, petits arrangements entre amis ou ennemis, hein, et eux, tromperie à tous les étages, sans compter bien sûr qu'il y a une bombe à retardement et cette relation publique redoutable française qui va donner du fil à retordre à Alex et à Bradley, donc ils sont joués respectivement par Jennifer Aniston et par Reese Witherspoon. Alors c'est toujours mené par Jennifer Aniston, qui est une des productrices, hein, puisque la deuxième c'est Reese Witherspoon. Cette dernière est toujours pétillante, elle est têtue. Et cette saison creuse encore un peu plus les relations passées, les relations amoureuses, déçues ou intéressées, et le passé des personnages. C'est-à-dire que pour la première fois, on découvre le père de Alex, qui est un professeur de droit constitutionnel dans une très grosse université, qui la prend pour une merde. Bradley a toujours des sentiments pour son ex Corey, et lui il se débat avec une mère qui est vieillissante et qui décide qui veut mourir de son plein gré. Donc voilà, les soucis aux États-Unis, vous n'avez pas trop le droit. Et tous ces personnages ont toujours des failles, ont toujours des boulets aux pieds, des chaînes quelquefois, et la série en fait elle tape toujours sur les travers des États-Unis. Vraiment, sur le gouvernement actuel, bon, il ne le nomme pas, mais c'est gros comme une maison, hein, c'est en 4x3 limite. Et tout le monde en prend pour son grade. Démocrate, républicain, personne qui n'aide pas, société civile, société privée, enfin tout le monde en prend pour son grade. Alors il y a un tout petit essoufflement dans les sous-intrigues, qui sont quelquefois un peu téléphonées, parce qu'on voit arriver le côté je t'aime moi non plus à un moment donné, où on voit arriver l'amourette intéressée, ou l'amour sincère mais qui malheureusement ne peut pas continuer parce que il y a des enjeux qui sont quand même un tout petit peu plus hauts, surtout pécuniers, qui sont un peu ennuyeux. Alors autant je n'aime pas du tout, je suis méchante. Autant je suis pas du tout une fan de Marion Cotillard, hein. Vraiment elle m'exaspère assez souvent dans ses rôles, je trouve qu'elle joue régulièrement pareil. Autant là, dans ce rôle de française déjà, alors elle a la classe absolue quand même dans les fringues, etc. Elle se débrouille pas trop mal. Vraiment. En plus, il y a des passages où elle parle tout le temps en anglais, sauf à 2-3 passages parce qu'elle parle avec quelqu'un de sa famille, et donc elle parle en français, ce qui est très rigolo parce qu'elle n'a pas du tout, enfin comme tous les gens qui parlent une langue étrangère, on n'a pas du tout la même voix en français qu'à l'étranger, quand on parle une autre langue. Et là, elle a un rôle qui est assez sympa. Elle a un rôle où il y a beaucoup de failles, mais en apparence, il n'y en a pas. Mais on les voit, les failles, enfin nous, le téléspectateur, on les voit. On a même pitié pour elle à un moment donné quand même. Mais alors ça tape sur la France aussi, hein, parce qu'ils sont en pré-JO de Paris. Préparation, cette chaîne de médias, et ils sont là, ils préparent leur intervention à Paris en plein milieu des JO, donc il y a évidemment 2-3 coups de canif sur l'organisation de la natation dans la Seine, hein. Bon, ça m'a fait bien rire cette histoire, voilà. Mais voilà, après c'est une série qui est pratiquement faite et produite par des femmes. Il y a des coups, il y a des charges contre le patriarcat, il y a des charges contre les agresseurs sexuels. D'ailleurs, il y a une belle cinglante réplique sur Gérard Depardieu, il s'en prend
là, il se la prend en pleine face. Euh, il faut dire que comme elles sont engagées, ces femmes, et toutes les femmes qui sont au scénario, à la production, qui sont dans la série, hein, puisque je crois que, je sais plus si c'est pas Jennifer Aniston qui avait dit que, effectivement, les actrices qui étaient contactées, ou les acteurs qui étaient contactés pour cette série, avaient le droit de regard sur leur personnage et sur ce que leur personnage pouvait dire ou ne pas dire. Alors après, bon, il y a des scénaristes, il y a des dialogueurs, il y a des showrunners, mais voilà, si... alors je suppose que si Marion Cotillard avait pas voulu que son personnage affiche cette faiblesse-là ou une autre, peut-être qu'elle aurait pu demander à retravailler quelque chose. Bon, après, voilà. Mais ça se sent, hein, surtout dans cette quatrième saison, ça se sent. Voilà, il y a une scène très touchante entre le père de Alex et elle, vraiment, sur ce que les parents peuvent faire porter comme poids pendant des années, euh, parce qu'ils savent pas dire les choses, ou parce qu'ils montrent pas, ou parce qu'ils savent pas, ou parce qu'ils ont mal foutu leur relation, etc. Vraiment, c'est une très bonne série. La saison 4 est bonne. Voilà, il y a eu un moment très touchant entre Corey et sa maman aussi, où lui est en face d'une mère vieillissante, et où elle lui dit textuellement que du jour où elle a posé son regard sur lui, le jour de sa naissance, elle s'est dit, tout ce que je ferai, ça sera pour son bien, donc même ce que je vais faire, c'est pour toi. Franchement, voilà, il y a des moments très touchants, il y a des moments agaçants, ou partiellement drôles, mais je trouve que ça devient plus sombre au fil des saisons, et c'est pas mal, voilà. Donc saison 4 de The Morning Show, donc ça c'est sur Apple Télé. J'ai regardé aussi Black Rabbit sur Netflix. Alors, je dois l'avouer, hein, il faut le dire quand même tout de suite. euh, J'y suis allée parce qu'il y avait Jude Law. Ah bah écoutez, la mini-net qui est en moi, hein. Alors, on est avec un propriétaire d'établissement new-yorkais qui est très à la mode. euh, et qui va voir redébarquer son turbulent frère, et qui va, ce dernier, l'entraîner dans un bordel monstre, on peut le dire comme ça. Alors attention, passez le premier épisode. Parce que c'est vraiment vers la fin du second épisode que la série dégage, et avance. Le premier épisode, c'est pas il est lent, mais il pose les personnages, il pose les bases, il pose à peu près tout ce qui va, où on va se prendre les pieds dans le tapis. Alors on découvre Jake, donc qui est joué par Jude Law, qui tient un bar, enfin qui est propriétaire d'un bar très VIP à New York, un VIP, enfin un bar nocturne. Il gère tout. Et donc ce Black Rabbit, donc, qui est donc le nom de ce lieu, est une institution très courue. Et un jour, Vince, donc son frère, débarque, son frère aîné, euh, et il va entraîner Jake dans une espèce de bouleversement, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que Vince est en gros un sac à emmerde. Il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est un sac à emmerde. Toujours dans les mauvais coups, toujours à faire le mauvais choix, toujours à devoir du fric à des gens qui sont pas du tout fréquentables. Alors on se doute, hein, que Jake va aider son frère et que ça va les entraîner dans un bourbier dans les bas-fonds de la ville, on est bien d'accord sur la question. Le scénario est assez complexe, mais pas, pas, pas à vous faire des nœuds dans le cerveau. Il y a des revirements de situation qui peuvent laisser sans voix quelquefois, ou qui peuvent faire pester. Moi, 2-3 fois, j'ai bien pesté quand même. Mais comme c'est souvent tourné entre chien et loup, l'ambiance sur le moral des gens s'en ressent, et ça pèse sur le moral de tout le monde. Et donc, en fait, vous avez toujours ce côté un peu sombre, un peu noir. Voilà, et c'est vraiment... Voilà, si vous n'avez pas le moral,
si le mois de novembre vous déprime, contrairement à moi qui suis dans les mois, là, pour moi c'est ma vie, hein. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, c'est les 6 mois là, c'est mes mois préférés de tous les temps, quoi. Donc moi j'ai le moral, contrairement à beaucoup de monde, dès que la lumière tombe, machin, euh, j'en ai parlé il y a pas longtemps au bureau avec les filles, avec mes collègues, et toutes, elles me disaient: «Oh, mais moi ça me déprime, partir à la nuit, rentrer à la nuit», mais moi j'adore. Moi je suis une tarée, hein, voilà. Donc je leur ai dit, je suis la version taupe. Moi j'aime bien quand je fais nuit. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas le moral, vraiment n'y allez pas. Parce que ça risque de vous plomber encore un peu plus. Parce que, je vous le dis tout de suite, la situation ne s'améliore pas au fil des épisodes, hein. Ah ben non, ben non. Voilà. Après, il y a une super alchimie entre Jude Law et Jason Bateman qui vraiment est épatante. Vraiment. Je sais pas comment ils ont travaillé ça, mais vraiment, on a l'impression qu'ils sont vraiment frères. C'est impressionnant. Voilà, c'est une très bonne série, très bien écrite, très bien réalisée, avec deux très bons comédiens. Pas tortillés quand même, hein, Jude Law et Jason Bateman, c'est quand même pas n'importe qui. Dans le New York un peu underground, un peu... non, franchement, j'ai passé un bon moment, mais je vous dis, essayez d'aller jusqu'à la fin du premier, voire au début du deuxième, parce que sinon, si vous lâchez, c'est dommage. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont être déçus du premier épisode ou du début du deuxième, et qui vont dire: «Ah, ouais, bof». Non, non, pas ouais, bof, hein. Bougez pas, je bois, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai bu. Vous l'avez pas entendu, mais j'ai bu. Euh, Alors, après, c'est le dernier dont je vais vous parler. Je l'ai vu sur Apple Télé. Alors, moi, j'ai Apple Télé, je le rappelle à chaque fois, mais j'ai Apple Télé parce que j'ai MyCanal. Voilà, donc j'ai Paramount et Apple Télé. Alors, c'est The Last Frontier. Alors, on est avec un marshal américain qui s'appelle Frank, qui travaille en Alaska. Donc, vraiment, tout se passe en Alaska. Et dès le premier épisode, en fait, il y a un transport de prisonniers, un avion de transport de prisonniers qui s'écrase dans la nature et qui va évidemment libérer, enfin il y en a pas mal qui meurent, mais d'autres qui vont s'échapper. C'est des détenus particulièrement violents et lui, chez Frank, il est chargé de protéger la ville et donc il commence à soupçonner que le crash n'est pas vraiment un accident. Voilà, ça c'est le truc de départ. Alors attention, il faut le dire tout de suite, il y a des moments qui sont bourrins. Voilà, il y a des moments où c'est un peu gros, testostérone, un peu bas du plafond, mais c'est le genre de série qui ne prend pas la tête et qui va pas vous demander non plus de vous la prendre. Voilà. Pour moi, c'est une série thriller très sympathique. Elle fait exactement ce qu'elle annonce. Voilà. C'est une traque aux prisonniers évadés dans les grands froids de l'Alaska, dans une nature absolument hostile, au milieu de gens qui sont un peu hostiles aussi. Il y a des paysages absolument grandioses, il y a des moments suspendus, vraiment dans la nature. Alors c'est manichéen, oui, parce qu'il y a les bons, les gentils, les indécis. En gros, pour résumer, enfin ouais, voilà, il y a les bons, les gentils, les indécis et les méchants. Donc c'est très manichéen, mais à la base, en gros, chacun veut sauver sa peau, quelle que soit la méthode employée, hein. Enfin, c'est basique, mais c'est à peu près comme ça. Alors la scène d'ouverture, même si elle fait un peu... Alors pas elle fait un peu low cost. Alors pas low cost dans le sens que c'est mal foutu, hein, que c'est de bric et de broc, mais il y a deux, trois images où on se dit, ouais, enfin, on voit bien qu'ils ont quand même généré ça, soit par l'IA, soit avec les effets spéciaux qui se voient chouïa. Par contre, dès que le truc s'écrase par terre, la scène où, honnêtement, le crash et l'arrivée des flics locaux et la violence qui s'engage entre les flics locaux et ces prisonniers qui ont récupéré les armes des convoyeurs, ça envoie du bois, hein. Et puis alors, ça ménage pas du tout l'hémoglobine, hein. Alors, allez-y, vas-y, Franco. Et après, on découvre donc ce Marshall, Frank, qui est joué par l'excellent Jason Clarke, hein, qui est tout droit, mais droit dans ses boîtes fourrées, celui-là. Il a un personnage vraiment
bien foutu et bien écrit. Il a du recul, de la répartie, il a le caractère pour lutter dans la nature contre ce gros bordel. Et malgré tout ça, on sent qu'il n'est pas si lisse que ça, qu'il a déjà deux, trois gros boulets aux pieds personnels. Donc on sent qu'il y a il y a une faille chez lui qui va être exploitée et qu'il a des méthodes qui sont pas très 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 catholiques quand même. Enfin, des fois c'est limite quand même. Bon bref pour un flic, mais bon c'est le Marshall donc il fait un peu ce qu'il veut. Le rythme est assez rapide. Pas tout le temps, mais assez rapide. Les personnages se posent jamais suffisamment pour moi pour appréhender ou apprécier les subtilités de leur caractère. Et la série, alors elle a quelques défauts, elle a même quelques bons défauts, mais elle fait son travail. Ce que je vous dis, elle fait son boulot, elle procure ce qu'elle annonce dans le résumé, et même plus d'ailleurs. Ce que vous voyez dans le générique, enfin dans la bande-annonce, si vous allez voir la bande-annonce pour voir si ça vous intéresse, ça vous donne, enfin ça vous explique exactement, enfin explique, non pas tout, mais ça vous montre ce que ça doit montrer. Point. C'est comme si on vous annonce une tarte aux pommes sans crème basique avec du beurre et de la cannelle, et qu'on vous sort une tarte aux pommes avec du beurre et de la cannelle. Point. On vous annonce quelque chose, on vous le sert. Alors, le générique est à signaler, il faut quand même voir. Alors, c'est pas la meilleure série de l'année, hein, on est bien d'accord sur la question. Mais alors par rapport à Hostage que j'ai vu au début du mois, qui est à côté, bah, ça c'est une excellente série. L'autre c'est une daube, voilà. Donc franchement, elle n'est pas supérieure à d'autres, mais elle est vraiment très agréable. Moi, j'ai passé du bon temps devant le truc, et je vous dis, c'est une bonne petite série, c'est bien fait, et franchement, j'ai apprécié de passer mon temps devant The Last Frontier. J'ai rien regardé d'autre. Alors si, j'ai regardé, mais ça c'est personnel. Et je me fais fort de le faire à chaque fois. Alors, outre les documentaires sur le 11 novembre sur les poilus, mais ça, Bibi étant une obsédée, ça fait un peu bizarre de dire ça. Enfin, disons une passionnée de mes poilus à moi, dans mon village de Louis Gendreau, mais aussi de cette guerre-là. Toutes les années, depuis le 2015 et le 13 novembre, et je fais pareil en janvier pour Charlie. Je regarde généralement un documentaire ou deux documentaires qui ont été faits. Et je regarde généralement Fluctuad Net Mergiture, donc qui avait été fait je crois 2 ans après les attentats du 13 novembre. Généralement, il y a 3 épisodes et je regarde les 3. À chaque fois, ça m'arrache le cœur et ça me rejette dans ce soir et cette nuit-là. Mais j'estime que pour les victimes, alors les victimes, les mortes et les vivantes, les gens qui ont survécu, c'est pire que tout, je crois. Quand on les entend parler, je... la dernière fois, il y en avait un qui parlait, je me suis dit, punaise, mais en fait, comment on surmonte ça après, quoi. Moi, à chaque fois, c'est ça qui me fait mal le plus pour eux. Je me dis, tu es vivant, tu es content, mais tu as ces images, le bruit et l'odeur et les images constamment. Alors, les images, pas trop, mais il y en a certains, c'est les odeurs et les bruits. Voilà. Donc, et ça, c'est le pire. Parce qu'à la rigueur, les images, plus ou moins, vous arrivez à les effacer. Le bruit et l'odeur, vous les effacez pas. C'est une horreur. Donc, je le signale jamais parce que c'est quelque chose que je fais tous les ans. Donc, je le mentionne pas, enfin, je le mets pas tous les ans dans mon programme culturel ou dans mon podcast ou machin, parce que j'estime que c'est normal pour moi. Voilà. Mais alors, il y a une série sur France 2 qui a été faite avec les survivants du couloir du Bataclan. Alors, ils sont pas, ils font des caméos, je sais, dans la série. La série, elle est sur France 2, elle s'appelle Les Vivants, je crois. Honnêtement, j'ai commencé à regarder le premier épisode. Et au bout de 20 minutes, j'avais le cœur qui s'accélérait tellement que je me suis dit vraiment, et j'étais au bord des larmes, et je me suis dit, tu peux pas regarder ça maintenant. Voilà, c'est très très court. Alors j'avais déjà regardé les documentaires que j'ai l'habitude de regarder, qui sont toujours accessibles sur Netflix d'ailleurs. Euh,
D'ailleurs, c'est Naudet, les frères Naudet, qui d'ailleurs étaient en train de faire un reportage le jour du 11 septembre 2001. Si, si. Ils étaient à New York, ils suivaient une brigade de pompiers qui a été envoyée au feu. Et là, ils ont fait ce documentaire et ils suivaient un camion de pompiers dans le 11e qui est intervenu sur les terrasses. Donc voilà, non mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc c'est vraiment, voilà, la série, je sais pas si vous l'avez vue, dites-moi si vous l'avez vue, Les Vivants, mais pour l'instant, moi j'ai du mal. Voilà, vraiment. Euh, En plus, il y a que des bons acteurs hein, qui jouent dedans, qui ont parlé avec les personnages, parce qu'ils incarnent des gens, alors ils incarnent leur déclinaison, mais ils incarnent ces gens-là. Ils ont parlé avec eux, etc. Ils ont cautionné les otages, enfin ceux qui étaient dans le couloir de Bataclan, qui sont restés jusqu'à la fin avec les deux autres tarés là. Enfin, ils sont pas tarés, c'est des terroristes. Hein. Ils sont pas tarés, hein. Ils sont juste. Heureusement qu'ils c'était des pieds nickelés quand même. Heureusement. On se dit vraiment heureusement que c'était vraiment des branquignoles quoi. Vraiment. Parce que, euh, parce que moi, à chaque fois que je regarde le documentaire, je me dis, mais putain, c'est vraiment pas des cerveaux, quoi. Et heureusement qu'ils sont pas de cerveaux. Putain, heureusement ils ont pas mon cerveau, parce que, voilà. Mais, non, non, mais je me dis, parce que vous, déjà, Stade de France, tu veux rentrer dans un stade pour te faire exploser, tu achètes pas de billets. Quoi, tu as 100 euros près quand tu veux te faire sauter quelque part, crétin? Alors, le crétin qui écoute ça n'achète pas de billets au Stade de France. D'abord, il fait pas de terrorisme parce que si je le chope, je le. Non, alors moi, je me suis toujours dit, je digresse, mais je me suis toujours dit une chose. Je suis pas quelqu'un de violent. Moi, œil pour œil, dent pour dent, ça marche pas avec moi parce que j'estime que. Alors, je suis pas le genre de fille à attendre la deuxième joue pour m'en prendre une. Hein, on est bien d'accord sur la question. Vous me cherchez, vous me trouvez. Mais me venger de quelqu'un euh, vraiment, voilà, on touche à quelqu'un que j'aime beaucoup ou on tue quelqu'un que j'aime beaucoup, je vais pas aller chercher à la tuer la personne. Ce que je vais chercher, c'est à le traîner devant la justice et à m'assurer qu'il crève en prison, mais longtemps, à petit feu, sans rien. Voilà, je m'assurerai qu'il soit toujours dans la terreur en prison, quitte à payer des gens à l'intérieur pour que les personnes lui fassent peur à l'année 24 heures sur 24, qu'il en crève, mais qu'il en crève de peur. Voilà. Ça, c'est plutôt mon truc. Je tuerai pas cette personne parce que j'ai pas du tout envie de finir en tôle pour un connard. Voilà. Par contre, je me suis toujours dit que si un jour vraiment il y avait ce genre d'attentat qui touchait quelqu'un vraiment proche de moi, je suis capable de le traquer jusqu'à la fin du truc. Mais là, cette fois-ci, il finit au fond du jardin, je l'enterre vivant et je me fais un plaisir de le laisser mourir, quoi. Vraiment. Et je lui mets une caméra pour qu'il se voit crever. Vraiment. Là, franchement, je crois que je traquerai jusqu'au bout du monde. Parce que j'estime que si vous voulez vous venger de quelqu'un, vous ne tuez pas des innocents. Voilà, parce que ces gens-là, les gens qui sont morts, que ce soit Charlie, ou enfin les membres de Charlie Hebdo, ou les policiers qui les accompagnaient, ou ces policières dans la rue, ou les gens qui étaient à l'hypercachère, les gens qui étaient sur les terrasses, les gens devant au Stade de France qui étaient en train de s'acheter un kebab pour après rentrer voir un match de foot, euh, les gens qui étaient au Bataclan, juste pour voir leur groupe préféré, etc. C'est des gens innocents, ils y sont pour rien, quoi. Voilà, c'est pas des gens qui ont pris une décision de tuer quelqu'un à l'autre bout du pays. C'est pas attaquez-vous à ceux que vous pouvez qui ont pris des décisions ou qui ont exécuté les décisions, parce que eux ils ont les pouvoirs de vous abattre parce qu'ils ont une arme, mais vous vous attaquez à des gens qui peuvent pas. Donc en plus vous êtes des lâches. Ce qui est quand même gravissime à ce niveau-là, c'est même pas vous êtes des bourrins, vous êtes des lâches. Et ça, c'est quand même pire pour moi, quoi, voilà. Donc les vivants, je peux pas. Pour l'instant, j'arrive pas. Je pense que je le regarderai d'ici la fin de l'année, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le visionner. Donc voilà. Donc dites-moi si vous l'avez vu, je sais pas. Dites-moi si ça vous a plu. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous fin de l'année. Alors fin de l'année, je le signale tout de suite. Décembre, il y aura bon forcément le programme culturel, mais à la fin de l'année, il y aura donc le top de l'année 2025, donc des meilleures choses que j'ai vues pour moi,
ou en tous les cas qui m'ont marqué suffisamment pour que je m'en souvienne au mois de décembre. Voilà, donc il y aura des très bonnes séries, il y aura des films, je pense. Il y aura un documentaire, mais le documentaire, en fait, ça va être obligé. Il y a tout le monde qui va me dire, ah bah, évidemment que c'est ce documentaire. Bah oui, évidemment que c'est ce documentaire. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis écoutez, on se donne rendez-vous le mois prochain. Ciao.